Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismart. Très heureux d'être avec vous. L'émission est en direct, vous le savez, du lundi au vendredi. Débat, analyse et expertise. Et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, devenir un leader de la transformation digitale. On va en parler avec le fondateur d'une entreprise. C'est un vrai petit bijou, on va en parler dans quelques instants. Smart et Réglo, le Brexit. Et oui, le fameux Brexit. Quelle incidence a-t-il sur les salariés britanniques, ceux qui travaillent en France? Qu'est-ce que ça change concrètement pour eux? On fera le point avec une experte juridique. Le cercle RH est notre débat. Il est au cœur de l'actualité. Cette crise Covid qui nous empoisonne et le gouvernement qui monte le ton. Il faut encore plus faire de télétravail. Qu'en est-il exactement des chiffres? Est-ce que les entreprises peuvent faire plus? Les syndicats, eux aussi, sont montés au créneau. On essaiera d'y voir plus clair entre tous ces chiffres et puis les troubles psychologiques des salariés, parce que c'est vrai que les salariés traversent, pour ceux qui sont en télétravail, des moments difficiles. Ce sera le thème de notre débat. Puis pour terminer, fenêtre sur l'emploi, un focus recrutement comme chaque jour avec, vous allez le découvrir à la fin de notre émission, un recruteur au profil atypique. Il travaille dans la structure Odyssée RH. On fera le point avec lui sur à la fois son parcours et puis sur son action très concrète. Tout de suite, c'est bien dans son job. Devenir un leader de la transformation digitale. Moi, j'en rêve, à titre personnel, évidemment, et on en parle avec Arthur Vincent. Bonjour Arthur. Bonjour Arnaud. Vous êtes fondateur de Mail-Loop et directeur du programme de la Mail Academy. On en parlera parce que ça, c'est un programme de formation que vous avez concocté. D'abord, moi, j'aimerais comprendre votre start-up. 3 salariés. Vous l'avez créé il y a quelques années. Il y a 4 ans. C'est très intéressant parce que quand on analyse votre entreprise, on se dit mais c'est microscopique ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il s'intéresse, vous vous intéressez aux mails, à la circulation des mails dans l'entreprise, et vous me disiez, mais c'est une petite porte qui permet d'en savoir beaucoup. Racontez-moi le début de l'histoire. Comment ça naît dans votre tête, ça? Ça naît déjà en étant confronté au problème. En fait, on le comprend en bossant. Privé, hein. Exactement. J'ai bossé une dizaine d'années chez Lafarge, dans une grosse boîte, marketing, innovation, donc le côté métier transversal, vie du corporate, où on se balance des mails à toute heure du jour et de la nuit, réunions sans fin, bref, tout ce schéma-là, je l'ai bien vécu. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, on avait vraiment des façons de communiquer très différentes, et que les outils qu'on utilisait étaient devenus en fait en soi des problèmes. C'est-à-dire qu'on passait notre vie à s'échanger des mails sans finalement se poser la question du comment, sans apprendre à le faire. Enfin bref, il y avait plein de choses qui manquaient dans notre parcours de formation. Qui vous étouffait aussi? Est-ce qu'il y a un côté un peu étouffant aussi plus que ça, c'est l'étouffement est en plus lié aux personnes avec qui vous interagissez. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fonction de vos managers, et vous le vivrez, vous l'avez vécu ou selon les cas, la même situation produite par un manager sur vous ne sera pas du tout la même que par votre prochain manager. Parce qu'il y a des enjeux de tempérament, des gens qui émettent plus de stress dans leurs attitudes, des gens qui respectent plus ou moins le droit à la déconnexion. Bref, donc c'est cet enjeu très fin qui je trouvais passionnant, qui était de dire finalement dans les mêmes situations, on doit travailler pour essayer de changer les choses. Donc Mail-Loop part de ce diagnostic, ça part de votre tête, de votre cerveau, de votre expérience, et vous dites on va rentrer par cette porte à la rencontre de grandes entreprises, parce que vous avez quand même de très gros clients, de très gros groupes, en partant de quoi? D'une sorte de nuage numérique. Vous avez réussi, avec un peu une pompe à data dans un premier temps, à faire un nuage, un document qui va montrer la vie numérique de l'entreprise. C'est passionnant. C'est absolument fascinant. Il y a 2 phases. Première phase, en fait, il y a un grand enjeu de libération de la parole. Parce que, comme vous le disiez, on parle d'un petit point. On peut imaginer que finalement, c'est un sous-sujet. En fait, c'est le mal du siècle. Quand les vannes s'ouvrent... Le télétravail est lié à ça. Révéler en plus cet enjeu-là. Que la digitalisation, les échanges qui deviennent numériques, en fait, ça a un impact sur la qualité de vie et sur l'efficacité de notre travail. Donc déjà, libérer la parole, premier pas. Et ça, on le fait en fait de façon très ludique en se mettant dans les outils des gens. Donc dans un Outlook, qui est le client de messagerie, dans un Gmail, il y a des outils Mail-Loop qui viennent se mettre en place et qui vont permettre à n'importe quel salarié de ne plus être en situation de subir l'email de ces expéditeurs, mais de pouvoir partager sa perception. Tiens, cet email, il m'a gêné pour X ou Y raison, parce qu'il est en dehors des horaires, parce qu'il y a trop de gens en copie. Il part je ne me sens pas concerné. Alors, on le garde dans la boîte. L'idée, c'est plutôt d'essayer de capitaliser sur ces situations qu'on vit au quotidien. Parce que d'habitude, en fait, on le prend sur soi, ça cogite, on ne change pas les choses. Ouais, ça agace. Ça agace et ça fait perdre du temps à tout le monde. Et là, on dit non, on va investir une seconde pour faire ce feedback anonyme. Et Mail-Loop, on est le tiers indépendant qui va faire remonter une fois par semaine cette base de données de feedback
justement aux expéditeurs. Donc en fait, on est tous destinataires de messages, on a tous un avis, mais on est tous expéditeurs, donc on a aussi une responsabilité dont on va prendre conscience. Donc il y a ce premier sujet qui est de dire, on ouvre un peu la boîte de Pandore, il est temps que les gens puissent s'exprimer. Alors bien sûr, on va guider sur les feedbacks. Il faut que ce soit des feedbacks qui soient constructifs. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la note, surtout pas. Parce que comme je vous disais, en fait, d'une personne A à une personne B, on n'a pas les mêmes perceptions. Mais donc, on ouvre la boîte. Enfin, vous avez une cartographie précise. Déjà de la perception, voilà. Et vous revenez dans l'entreprise, donc une fois par semaine, il y a une remontée d'informations, puis à un moment donné, vous vous rencontrez, et vous avez face à vous des managers, des dirigeants, et parfois, vous leur dites, écoutez, notre diagnostic, il est clair. Il y a des mails envoyés à minuit. Et ça, c'est pas possible. Ça c'est de la RSE. Ouais, en fait, c'est couvert par plusieurs sujets. Il y a un sujet RH et un sujet RSE aussi, qui est vraiment quelle est la culture numérique. On construit une culture numérique dans l'entreprise. En fait, c'est ça le sujet. En partant de l'email, c'est un sujet qui est très peu adressé, étudié en fait. On l'apprend sur le tas. Et nous, on dit non, en fait, il y a une vraie culture. Il y a des entreprises où la forme va compter, d'autres où ça va être le fond, d'autres où ça va être le respect des horaires, d'autres où ça va être le ciblage et la façon dont on implique les gens. C'est l'éducation numérique que vous évoquez, c'est-à-dire du respect numérique. Lié vraiment à ce qu'on fait au quotidien dans notre boulot et qu'on prend peu le temps de challenger. L'autre truc intéressant, après, pour conduire le changement, parce que c'est ça après la question. Alors, diagnostic, puis après... C'est qu'il faut de la data. Donc, on s'est posé pendant longtemps la question de comment analyser les flux de communication dans l'organisation. Oui, c'est colossal. Le tout en restant, bien entendu, hyper vigilant sur les données sensibles. Donc, c'est comme ça que Mailloop, je l'ai construit au début avec les associés. C'était, attention, jamais d'accès au contenu des messages. C'est trop sensible, c'est pas le sujet. Pareil, tout ce qui est perso, on enlève. Donc, c'est les en-têtes et l'adresse pour voir à qui c'est adressé. On fait de l'analyse sur des agendas. On inclut aussi les thématiques d'agenda, parce que c'est assez souvent, quand on parle de problèmes de mail, vient de façon connexe la réunionnite aiguë. Donc, on va analyser les agendas pro, les en-têtes de mail pro. Maintenant, on commence à regarder aussi les flux sur les nouveaux outils de communication collaboratif. J'allais vous le demander. Voilà, et à partir il y a de là, WhatsApp, il y a Messenger. Des Teams. Alors, les grands outils à la mode, c'est Teams chez Microsoft. Il y a des choses chez Google ou Slack qui arrivent. Donc, Slack, bien sûr. Dont on parle beaucoup dans le monde des startups. Et ça aussi, en fait, c'est intéressant parce que c'est des outils, mais derrière les outils, il y a des usages. Et nous, on questionne les usages numériques. Comment ces outils sont adoptés. Donc la culture du changement, c'est accompagner un dirigeant, un manager, à repenser son éducation numérique. Lui dire ça ne se fait pas. Comme on peut le dire à un enfant, on dit à un manager, non, là maintenant c'est plus possible. Ça, c'est pas possible. Effectivement. Alors, c'est pas facile à dire ça. C'est pas facile. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt que de lui d'amener des réponses en fait toutes faites. C'est plutôt d'amener les gens. Ce que je trouve intéressant, c'est de les amener à réfléchir. Donc, on construit des communautés d'animateurs. L'idée, c'est que les idées viennent de l'interne en fait, et que le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise, ce soit il ou elle qui se positionne à un moment en se disant. Bon, ok, moi, après ce que vous m'avez montré comme statistique, après ce que j'ai compris sur la perception des emails, avec mes convictions personnelles, je pense que l'entreprise que je dirige, je ne veux plus que tel et tel comportement se fasse. Et c'est beaucoup plus fort quand on amène ce cheminement et qu'on est juste là pour le capter, que quand on arrive en disant Jacques a dit, charte, mail interdit à 20h. C'est moi qui dis. Non, mais ça rend l'être plus intelligent. En tout cas, il s'approprie en tout cas son problème. La Mail Academy, alors c'est vous qui l'avez fondée, vous l'avez conceptualisée. C'est quoi cette Mail Academy? Vous accompagnez jusqu'à une formation derrière? Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un maillon dans notre accompagnement. On avait des outils techno, donc un outil pour faire des feedbacks continus, un outil d'analyse de données qui nous permet de faire des graphes de communication gigantesques. Et après, on se rendait compte de l'enjeu de conduite du changement. Donc, on déployait des campagnes chez nos clients. On libère la parole, on responsabilise, et en fait, on se rendait compte qu'il y avait un enjeu de formation. C'est que finalement, derrière toutes ces datas, nous, on est devenus des experts des usages numériques. On s'est rendu compte, on a tous les ratios de ciblage de mails, de quantité d'informations, de taux de mails envoyés en dehors des horaires. Donc, on a une vraie connaissance fine, en fait, des schémas qui existent dans les organisations. Donc, ça existe toujours, les mails envoyés très tard Bien sûr, et qui stressent un collaborateur quand il est au lit. Aujourd'hui, dans une entreprise, en moyenne, 25% des emails chez tous nos clients sont envoyés en dehors des horaires. 25%. Il y a du chemin encore à faire. Et quand vous montez chez les dirigeants, on est en moyenne à 40%. Mais ça dit quoi sociologiquement? Vous qui avez vous allez jusqu'à l'analyse sociologique, ça dit quoi? L'omniprésence, l'omnipotence? Il faut toujours croiser cette statistique avec l'enjeu métier de l'entreprise. Ouais. Donc quand on bosse avec par exemple Mazar qui sont nos clients, on a un métier qui est dans l'urgence. Donc il faut toujours avoir des lunettes adaptées pour pouvoir interpréter la donnée. Donc selon les cas, ça peut être différentes problématiques. Dans certains cas, ça peut être le révélateur du trop plein de réunions. Ça c'est un grand classique en fait. C'est la journée du dirigeant démarre de 8h à 19h avec un enchaînement de réunions. D'ailleurs, on va mesurer qu'il y a une
quantité de mails envoyés pendant la réunion qui est délirante, donc ça fait réfléchir aussi. Donc ça veut dire qu'on n'écoute pas pendant la réunion, c'est génial. En fait, c'est un cercle vicieux. J'ai pas le temps, donc je balance mes mails en réu, mais j'ai pas entendu la réu, donc il faut qu'on m'explique la réunion. Donc on s'en sort pas. Et donc il y a des temps de rattrapage en fait qui vont se créer derrière. C'est le soir. Ça va être le soir, le week-end, très tôt le matin. Et ce qui est en plus intéressant, qui est un autre sujet nous qu'on commence à regarder, c'est le décalage homme-femme. En fait, on s'est rendu compte que c'était un sujet de l'égalité homme-femme de regarder les usages numériques. En fait, on s'y intéresse partout dans l'entreprise. On fait 80% de nos échanges de façon digitalisée. Personne n'a jamais questionné est-ce qu'on envoie des mails de la même manière. Alors ? Et ben en gros, ces temps de rattrapage ne sont pas les mêmes. Le matin, c'est un temps de rattrapage plutôt pour les hommes qui arrivent à échanger à ce moment-là. Et étonnamment, on a découvert avec un collectif que j'ai créé, qui s'appelle Usage numérique et égalité, on s'est rendu compte que le soir, c'était plutôt un temps de rattrapage des femmes. Et de façon assez impressionnante. Les résultats, on les présentera le 15 avril. Passionnant. Il y a 15 entreprises et organismes qui ont participé à cette étude. Vous allez jusqu'à analyser le découpage d'une journée d'un homme et d'une femme. Exactement, et le temps qu'ils consacrent. Voilà. Et visiblement pas. Aux emails, non. Il y a vraiment des choses assez effarantes. Il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a d'abord l'éducation numérique et la formation que vous prenez en charge, que vous organisez pour les collaborateurs, les managers. Et puis, il y a quand même l'idée qu'on perd un temps fou en réunion et donc que c'est improductif, contre-productif et que ça ne fait pas gagner plus d'argent à l'entreprise. On est d'accord ? Pourquoi ces réunionites qui vous épuisent ? Ce qu'il faut comprendre, on a toute une phase il faut conscientiser que tout nous pousse à aller contre ce que la Mailoop propose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est terrible, mais après 4 ans, on commence aussi à le comprendre, c'est qu'en fait, toutes les forces en présence nous poussent vers plus de flux d'informations, plus de réunions. Complexification des organisations et des organigrammes. On est dans des modes transverses de plus en plus complexes. Besoin d'avoir accès à l'information tout le temps, partout, pour tout le monde. Enjeu de flux de nouveaux outils de communication comme Teams, etc., qui multiplient par 4 les flux de données à gérer. Donc bref, vous avez tout qui vous pousse globalement à être submergé. Et quand on est submergé... C'est utile ou pas ? Franchement, avant de nous quitter, c'est utile ou pas ? Bien sûr que c'est utile, mais il faut juste bien l'utiliser. C'est génial ces outils, il faut juste savoir les utiliser. C'est-à-dire que si on les déploie comme on le fait, c'est-à-dire avec assez peu de formation ou sous un angle technique, qui est de dire comment appuyer là, comment faire ça, on a raté le sujet. Le sujet de Teams ou des outils collaboratifs, c'est de favoriser justement des collaborations beaucoup plus transversales, de travailler sur des fichiers en commun. C'est ça les trucs intéressants. C'est passionnant. C'est pas de se balancer des milliers de messages en permanence. Allez jeter un œil à Mailoop, allez voir Arthur Vincent, parce que c'est un univers. Vous venez de nous faire entrer par cette petite porte du petit mail dans le monde incroyable de la vie numérique d'une entreprise. C'est ça que cela raconte. Et à travers cette vie numérique, c'est aussi la vie des salariés, surmenés, fatigués, hommes et femmes d'ailleurs, dans des conditions différentes. C'est passionnant. Mailoop avec cette académie, la Mail Academy, parce que c'est aussi une pédagogie à avoir et une éducation. Merci Arthur Vincent d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir. La suite de notre programme, je ne sais pas si ça vous concerne directement. Là, l'enchaînement n'est pas si facile à faire. Bon, on parle des salariés britanniques. Bah oui, il y a eu un Brexit. Avant, tout était parfait. On circulait librement. Sauf que maintenant, il y a une frontière. Comment font-ils ces fameux salariés britanniques qui viennent travailler en France ou qui travaillent déjà en France ? On en parle tout de suite. C'est notre rubrique Smart et Réglo. Eh oui, le Brexit est passé par là. On était tout à fait libre de circuler. Vous vous souvenez, c'était super facile. Là, ça va l'être moins, et ça l'est moins déjà. Sonia Yangui, merci d'être là. Une habituée de notre rubrique Smart et Réglo, experte en droit social chez SVP, information décisionnelle. L'impact du Brexit, c'est quoi les nouvelles modalités d'embauche ? Alors là, c'est un sujet sérieux pour un ressortissant britannique qui travaille ou qui voudrait travailler en France. Comment ça marche ? Alors, déjà, on peut peut-être commencer par un petit historique. Oui, comment ça marchait ? Voilà. Alors déjà, c'est vrai qu'il y avait la libre circulation. Aujourd'hui, il y a eu tout d'abord l'accord de retrait, rappelez-vous, du 24 janvier 2020, qui a donc précisé qu'il y avait un retrait du Royaume-Uni qui devrait être effectif depuis le 1er février 2020. Sauf qu'après, il y a eu une période transitoire qui s'est mise en place, parce qu'on ne peut pas non plus tout chambouler d'un coup. Et suite à cela, des négociations se sont ouvertes et ce fameux accord de commerce a été signé le 24 décembre 2020. Donc le Royaume-Uni, effectivement, est sorti de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2021. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on distingue les ressortissants britanniques qui étaient déjà sur le territoire français, qui travaillaient déjà en France, qui résidaient déjà en France, de ceux qui arrivent maintenant, depuis le 1er janvier, en tout cas 2021. Donc, ce qu'il faut retenir... C'est deux choses différentes ? Deux régimes différents. D'accord. Donc, ce qu'il faut retenir, en gros,
gros, c'est que les ressortissants qui étaient déjà en France, ils vont continuer à exercer leur activité professionnelle de manière classique jusqu'au 30 septembre 2021. À partir du 1er octobre, ils devront avoir un titre de séjour. Pour les ressortissants britanniques qui arrivent sur le territoire français depuis le 1er janvier 2021, eh bien ceux-là, ils sont traités comme des ressortissants d'États tiers à l'Union européenne. Sonia, qu'on soit précis, ce sont des ressortissants britanniques qui travaillent dans des entreprises britanniques sous contrat britannique? Alors non, ce sont des ressortissants britanniques qui travaillent en France pour des entreprises françaises. Non, mais c'est important de l'entendre. La réciprocité existe quand même pour les entreprises, pour les ressortissants français qui travaillent pour des entreprises anglaises au Royaume-Uni. Ils ont essayé d'avoir un même régime. Tout ce qui est titre de séjour qui s'applique en France, c'est un peu la même chose là-bas. Il faut qu'on soit clair, on va revenir sur nos Britanniques, mais notre communauté française à Londres qui est très importante, on sait qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent, notamment dans des salles de marché et sur la place financière. Eux aussi vont devoir exhiber un titre de séjour s'ils viennent travailler là à partir de janvier. Oui. Alors, tout à fait, ce sera le même régime. Donc ceux qui sont ressortissants, qui étaient déjà là-bas avant le 1er janvier, donc, pas de souci. Pas de problème, jusqu'au 30 septembre. À partir du 1er octobre, ils devront avoir pareil, un statut. Alors eux, ils appellent ça résident provisoire si ça fait moins de 5 ans qu'ils étaient au Royaume-Uni, et puis résident établi s'ils étaient là depuis plus de 5 ans. Ça veut dire qu'on va avoir des files, des queues devant l'ambassade britannique ou l'ambassade pour avoir son titre de séjour. Comment ils vont faire là? Non, concrètement, déjà en sur France, France, la procédure est très simplifiée. Alors au Royaume-Uni, c'est similaire, en général, ils se suivent, mais en France, la procédure est simplifiée, dans le sens où on ne va pas demander un visa, on ne va pas demander de certificat médical. C'est une démarche en ligne qui se fait sur démarcheintérieure.gouv.fr. Il y a un site dédié pour ça. Pas besoin de faire la queue. Voilà, pas besoin de faire la queue. Et la procédure est gratuite. Une fois qu'on a fait la démarche en ligne, on a une attestation de dépôt qui est générée automatiquement. Ensuite, il y a un rendez-vous quand même avec la préfecture pour finaliser le dossier. Vous voyez qu'il y a un rendez-vous. Oui, donc il y aura un rendez-vous. Donc il faut quand même aller faire la queue. Mais il y a un rendez-vous, donc on a un horaire, etc. D'accord, non, c'est pas simple. C'est pas rien. Et ensuite, effectivement, suite à cela, le titre est envoyé par courrier aux ressortissants. Durée du titre de séjour? Alors, si c'est un résident qui était déjà là depuis moins de 5 ans, c'est un titre qui sera valable 5 ans. Incroyable. Si c'est un résident qui est là depuis au moins 5 ans, là je vous ai dit moins de 5 ans. Donc 5 ans. 5 ans. Si c'est au moins 5 ans, ça sera un titre valable 10 ans. 10 ans. Donc on favorise ceux qui étaient déjà sur le territoire et qu'on considère, je dirais, comme britanniques, mais on leur donne l'accès. Dans le cas des ressortissants britanniques, c'est le dernier point qui est intéressant, sur les travailleurs frontaliers. Parce que je ne savais pas, moi je connaissais les travailleurs frontaliers entre la France et l'Allemagne, par exemple. Oui, par exemple. La Suisse, on en a beaucoup parlé pendant le Covid. Tout à fait. Il y a des travailleurs frontaliers britanniques? Oui, tout à fait. Alors ça peut être. Ils travaillent à Boulogne, à Calais? En fait, qu'est-ce que c'est qu'un travailleur frontalier? C'est un non-résident qui va travailler dans un autre État. Donc, il prend le ferry. Voilà. Donc, en fait, c'est par exemple le cas de ressortissants britanniques qui ne résident pas en France, mais qui travaillent en France, qui ont une activité professionnelle. C'est le cas des Français qui vont en Suisse ou en Allemagne travailler. Exactement, tout à fait. Et donc, ces ressortissants-là, ils ont un statut particulier, qui est le statut de travailleur frontalier. Donc, de la même façon, s'ils travaillaient déjà et qu'ils continuent de travailler dans les mêmes conditions, eh bien, cette situation va perdurer jusqu'au 30 septembre 2021. Toujours pareil, c'est le 30 septembre. À partir du 1er octobre, ils devront avoir un titre. Donc, les démarches doivent être faites avant le 1er juillet 2021. Attention, parce qu'on doit laisser ce fameux délai de 3 mois pour laisser l'administration gérer les dossiers qui vont arriver. Qu'ils puissent le recevoir dans les délais. Qu'ils puissent le recevoir dans les délais, sachant qu'il y a quand même une souplesse de l'administration. Faut espérer, ouais. Si jamais il y a du retard, il faut avoir un bon motif quand même, il faut avoir un motif légitime qui est à la discrétion des administrations. C'est la fin de la liberté quand même pour tous ces ressortissants. Oui, c'est sûr que ça change beaucoup parce que c'était la libre circulation. Double question avant de nous quitter, Sonia. Ressortissants donc frontaliers, ça va jusqu'où quand on est frontalier? On peut aller jusqu'à quoi? Dunkerque, Lille, on peut travailler jusqu'à Paris? Il n'y a pas de limitation. Ce qui compte, c'est France, Royaume-Uni, Suisse, France. C'est le pays qui compte. C'est le pays qui compte. Tout à fait. On risque quoi avant de nous quitter? J'ai pas mon titre de séjour. Je suis un ressortissant britannique. Je n'ai pas le titre de séjour. Qu'est-ce que je vais en prison? Non, on ne va pas en prison, mais enfin, c'est quand même une situation
situation irrégulière. Hein, donc, on est en situation irrégulière. Donc attention, il faut vraiment faire les démarches. On a jusqu'au 1er juillet 2021 pour aller faire cette demande, qui est quand même une procédure qui a été vraiment simplifiée. Donc il faut le faire, Ça veut dire qu'on peut prendre, les deux gendarmes peuvent emmener ce ressortissant britannique, le faire monter dans un bateau et lui dire, monsieur, retournez dans votre pays, parce que c'est de ça. Oui, il y aura peut-être une tolérance si on a un motif légitime, mais effectivement, c'est une situation irrégulière. Mais c'est incroyable ce que vous nous décrivez, parce que c'est vrai que les Britanniques appartenaient, en tout cas on avait le sentiment que c'était une île, certes, mais qui était un élément de l'Europe à part entière, et ils se retrouvent en situation d'être un pays étranger à la zone de l'Union, ce qui est incroyable. Voilà. Juste un mot avant de nous quitter, vous pensez qu'il y aura peut-être des réticences aujourd'hui, dans les deux sens d'ailleurs, parce qu'on avait beaucoup évoqué l'idée que les Français allaient s'installer à Londres, et réciproquement, que des Britanniques allaient venir sur la place financière. Est-ce que vous sentez que ça peut se freiner, ça ? À cause de ces règles nouvelles? Non, je ne pense pas. En tout cas, pour ceux qui ont déjà des situations qui existent, aujourd'hui, ça va perdurer. Pour les nouvelles situations, nous sommes interrogés par des entreprises qui, effectivement, transfèrent ou détachent des salariés au Royaume-Uni ou inversement. Et du coup, elles ne sont pas réticentes. Elles s'adaptent aux nouvelles règles. On n'a pas le choix. Les relations continuent entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et d'ailleurs, ce sont des relations qui restent à peu près, à part cette problématique-là, effectivement, mais qui reste à peu près identique à ce qu'on avait pu connaître avant. D'ailleurs, c'est le résultat de l'accord de commerce qui a été signé. Ça fera un drôle d'effet si un jour on voit un Britannique se faire raccompagner à la frontière par deux policiers aux frontières. Ça serait une image incroyable, parce que les Britanniques, c'est un pays ami, pour ne pas dire un pays frère. C'est pour ça que je pense qu'il y aura quand même des tolérances, même si, effectivement, il faut qu'ils remplissent les règles, comme tout le monde, comme tout ressortissant. Bon, écoutez, on a appris plein de choses sur cette relation, évidemment, qui est totalement différente de ce qu'elle était auparavant depuis ce fameux Brexit. Sonia Yangui, merci d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes experte en droit social, droit du travail, chez SVP Information Décisionnelle. On fait une toute petite pause et on se retrouve juste après pour un autre sujet aussi complexe que la question des ressortissants britanniques, c'est la question du télétravail. Oui, le ton monte, le gouvernement tape du poing sur la table. Il faut que les entreprises jouent le jeu, mais est-ce qu'elles jouent le jeu ou pas? Ont-elles fait tous les efforts? On va en parler avec nos invités juste après cette courte pause. On se retrouve et je vous présente mes invités. Le télétravail, on en parle depuis des mois. Quels sont exactement les chiffres en matière de télétravail? Parce qu'il y a deux sujets. Il y a le gouvernement d'un côté qui monte le ton, qui dit les entreprises, elles doivent faire mieux, plus encore. Et puis il y a des associations comme la NDRH, qui est quand même une association reconnue en matière de DRH, qui dit nous on est au maximum de ce qu'on peut faire en full remote. Alors c'est un gros mot parce que j'aime pas les mots anglais, mais en 100% télétravail, on peut pas faire mieux. Et puis il y a les syndicats qui, de leur côté, Laurent Berger, qui dit mais les entreprises n'ont pas joué le jeu en matière de télétravail. Et puis, à l'intérieur des entreprises, en tout cas chez eux, il y a des salariés qui sont à bout de souffle, parce qu'il y a 45% d'entre eux qui, dit-on, sont en détresse psychologique. Voilà, c'est un état des lieux. Est-ce qu'on peut faire mieux? Et puis aussi, d'ailleurs, est-ce qu'on attrape véritablement ce Covid dans les entreprises? Parce que c'est un autre sujet incident. On en parle avec mes invités. Emmanuelle Barbara, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avocate associée en droit du travail, vous dirigez le pôle RH au sein du cabinet droit du travail, au cabinet, il faut préciser, avec plusieurs collaborateurs, je crois plus une cinquantaine de collaborateurs. 35, c'est déjà volumineux. Ça passera à 50 bientôt. J'espère bien, c'est du sponsoring. C'est exactement, senior partner au cabinet Auguste Debouzy. Noémie Lemaine, merci d'être avec nous, psychologue du travail, présidente fondatrice de UpChange, qui est du conseil, du coaching, et coaching. Et donc les chiffres que j'évoquais tout à l'heure, qui sont de l'agence Empreinte Humaine, agence que vous connaissez, sont alarmants pour des salariés qui sont un peu perdus, pour certains. On en parlera avec vous. Certains, mais peut-être un peu alarmiste aussi comme chiffre. Un peu noirci. Voilà. Moi, j'ai eu des invités qui, sur ce plateau, disaient qu'ils vivaient plutôt bien leur télétravail. Il y en a. Voilà, il n'y a pas que des... On va en parler avec Marc Landré, rédacteur en chef au Figaro, responsable du service économie. Les pages saumon qui sont une partie des pages saumon, pour être précis. Plusieurs articles depuis quelque temps sur les... Je vous pose la question, Marc Landré, parce que qu'est-ce qu'en dit un journaliste? On a envie d'être un peu le juge de paix, de dire
ils ont fait le maximum, les entreprises, ou pas, selon vous? Parce que c'est un peu le débat qui est posé. Elles auraient dû faire plus, elles auraient dû faire mieux. On leur tape beaucoup sur la tête, quand même. Il n'y a pas de généralité. C'est comme quand on dit les syndicats, ça n'existe pas. Il y a des syndicats, il y a plusieurs lignes de syndicats. En matière de mise en œuvre du télétravail, il y a plusieurs types d'entreprises, il y a plusieurs philosophies et surtout, il y a plusieurs managers. Parce que vous pouvez avoir une ligne qui est fixée par la direction générale de l'entreprise, qui fixe un cadre global. Et puis après, dans les services, vous avez des applications différentes en fonction de ceux qui considèrent que dans télétravail, il y a Netflix, ou dans ceux qu'en télétravail, il y a travail, ou il y a enfant. Voilà. Donc tout ça, ça dépend vraiment de chaque situation, au même titre qu'il n'y a pas une agence Pôle emploi en France, mais il y en a 900, et qu'il y a 900 agences qui sont liées à 900 situations et 900 bassins d'emploi. Donc on ne peut pas faire une généralité, il y a une multitude de généralités, et donc il y a des entreprises qui ont joué le jeu, et Laurent Berger l'a dit, il y a des entreprises qui n'ont pas joué le jeu. Et Laurent Berger l'a dit, il a notamment cité SFR. SFR, il le cite. J'ai lu aussi que les branches banques et assurances, elles avaient été pointées du doigt dans le deuxième confinement, n'avaient pas trop joué le jeu non plus. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat qui est soulevé? Parce que le gouvernement montre les muscles. On viendra sur le nouveau protocole, parce qu'il faut préciser, maître, qu'on ne peut pas interdire, on ne peut pas autoriser, obliger le télétravail. On est bien d'accord. Le gouvernement n'a pas le droit de dire « je vous oblige ». Il manque une disposition législative en ce sens qui, par surcroît, ne pourrait pas exister pour des raisons qui tiendraient à des droits fondamentaux sur l'immixtion. Donc, on est dans un statu quo d'interprétation des règles qui s'imposent à l'entreprise au titre de la prévention de la santé et de la sécurité, vue comme une obligation de moyens renforcés. Dès lors, cela encourage un discours très péremptoire, très belliqueux en quelque sorte. Et je vous renvoie à la lecture de cette instruction du 25 mars 2021. Nous ne sommes pas en retard pour la lecture. Et c'est intéressant de voir comme le verbe est haut, avec une vacuité totale d'articles, alors que le genre de beauté... fort, mais c'est vide. C'est ça. Ouais. Mais ça impressionne, hein. Ouais. Ah, ça impressionne. Mais on aura le ministre en charge de la santé au travail, Laurent Pietraszewski, qui sera là jeudi. Peut-être qu'on remettra quelques extraits de ce débat. On montre les muscles, mais en fait, quand on lit le texte, c'est un peu vide. D'abord parce que législativement et sur le plan juridique, on ne peut pas faire grand-chose. Vous êtes bien d'accord? Enfin, c'est plus complexe que ça, mais on ne peut pas dire que moi, État, j'exige. C'est ça. Voilà. On peut pas. Voilà. Et on ne peut que contrôler, mais on ne peut pas sanctionner. Il y a des mises en demeure qui peuvent être faites par l'inspection du travail, mais qui ne peuvent pas aller plus loin. On va y revenir, je vais vous donner la parole, parce que la santé des salariés, c'est un des éléments, une obligation pour l'entreprise. Il y a le nouveau protocole qui était un petit coup de pied de l'âne en disant il faut 8 mètres carrés, il faut que les salariés mangent tout seuls. Donc évidemment, ils se sont dit, dans notre entreprise, en fonderie, par exemple, dans l'industrie, on ne peut pas. Les fondeurs ne peuvent pas manger leur gamelle près des fours. Donc c'était aussi une manière indirecte de pouvoir un peu de les faire télétravailler. Et de les faire télétravailler, bien sûr, c'est très logique. Il y a un point intéressant parce qu'il existe une disposition dans le Code du travail depuis très longtemps qui dit qu'il est interdit de prendre ses repas sur les lieux de travail. C'est interdit, on l'a fait à l'émission. Et là, on le fait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il est encouragé. Plus que ça, il est obligatoire en quelque sorte, lorsque cela est possible, c'est toujours lorsque cela est possible, de prendre ses repas à la place. C'est très intéressant. Et dans ce contexte, quid de la mise en danger de la vie d'autrui? Ah non, mais c'est à l'aune, si vous voulez, de cette obligation de prévention. Je le dis de manière caustique parce que ce qui m'intéresse, c'est le verbe et le texte, fondamentalement. Et plus sérieusement, si je quitte cette sphère-là d'analyse, le sujet doit être examiné à l'aune, en effet, du devoir de prévention de la santé et de la mise en danger, en effet. Donc là-dessus, je n'en disconviens pas. L'entreprise a une obligation de prévention. Donc si quelqu'un se retourne contre l'entreprise en disant « j'ai attrapé la Covid sur mon lieu de travail, je l'ai transmis à mon conjoint qui en est mort, je porte plainte contre qui ? Si je suis salarié, mon employeur m'a obligé. » Mais d'ailleurs, vous soulevez un point de droit assez intéressant. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On a des dossiers, maître, de ce type. Mais moi, je n'y peux rien. Mais peux rien. Mais on est d'accord que c'est à l'aune de ce drame-là, mais de celui-là. C'est le risque, d'ailleurs. Mais de celui-là. C'est le seul risque, mais il est majeur. Mais juste d'un point, vous il est avez majeur. une visibilité avec ce pôle chez Auguste Debouzy. Il y a des cas concrets de salariés qu'on dit, parce que moi, personnellement, j'ai attrapé le Covid, pour le dire assez simplement. Je me vois mal accuser mon entreprise. Je ne vois pas très bien où je l'ai attrapé. Il y a un salarié qui est capable de dire où il a attrapé son Covid et d'attaquer sur l'entreprise. Enfin, attendez. J'ai une affaire. J'ai une affaire, mais une affaire qui date du mois de mars 2020. Donc, au tout début, avant prévention. Mois de mars 2020. C'est une affaire terrible parce que la personne a perdu la vie. Et donc là, l'action n'est pas conduite
par l'intéressé, par hypothèse, mais elle est conduite par sa famille. Exactement, et la caisse primaire d'assurance maladie qui veut reconnaître là un accident du travail. Parce que l'entreprise n'aurait pas, je ne connais pas le dossier, mis en place les mesures nécessaires. Et tout l'enjeu juridique est de montrer l'existence. Alors par-delà l'affaire qui est terrible en soi, l'enjeu consiste à montrer dans quelle mesure l'entreprise, dans cette hypothèse-là ou dans l'hypothèse d'aujourd'hui, fait face à ces risques-là. Et donc nous sommes d'accord. Ce risque existe. Ce risque existe. C'est pénal, mise en danger de la vie d'autrui, non ? Disons que oui, il y a des prolongations en effet. Il y a des prolongations qui peuvent être des prolongations à cet égard, mais le risque principal, le risque principal se situe au plan civil, bien entendu, au plan des dommages-intérêts, au plan de l'accident du travail, et voire de la faute inexcusable. La faute inexcusable, qui est évidemment le degré supérieur. Vous m'autorisez une question ? Bien sûr, je vous Quel est en prie. l'état de santé psychologique des salariés ? J'évoquais ces 45% de salariés empreinte humaine, qui est une étude qui est sortie il y a quelques jours chez Harris, la semaine dernière, Harris Interactive, parce que ce cabinet est un référent. 45% sont en détresse psychologique. Et dès le début de l'émission, vous me disiez, attendez, oui, c'est vrai, mais c'est peut-être pas si grave, si terrible que ça. Pas si terrible que ça. Alors, c'est-à-dire que la difficulté de cette situation, c'est qu'elle dure et qu'elle est imprévisible. C'est-à-dire qu'on n'en voit pas la fin, on a confinement, déconfinement, on ne sait pas, des rumeurs, donc un état d'incertitude, des tas de facteurs de stress. Or, le pas de stress... repère de sortie. Oui, c'est ça. Le stress chronique, à un moment donné, c'est un risque pour la santé mentale, ça peut conduire vers des états dépressifs. Mais d'autant plus pour les gens qui sont un peu fragiles. Ceci dit, il y a des tas de côtés positifs au télétravail. Je l'ai constaté moi-même vis-à-vis des gens que j'accompagne, parce que je suis psychologue et coach, et j'accompagne des gens dans différentes situations. Par exemple, pour certaines personnes anxieuses, j'ai vu très vite qu'ils allaient beaucoup mieux en télétravail. Et il y a beaucoup de psychologues cliniciens... Oui, exactement. Donc, qui rejoignent mon point de vue, qui disent qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis beaucoup mieux parce qu'il y a une mise à distance. Des tensions avec le manager, Donc, meilleure hauteur de vue. Donc, meilleure sérénité, parce qu'ils n'étaient pas justement dans l'endroit qui les stresse le plus. Marc Landré, c'est intéressant parce que c'est vraiment le verre à moitié plein, à moitié vide. Oui. Quand on prend ce sujet, il y a des exemples, parce que vous êtes sur ce plateau pour dire, il y a des salariés, ça les a rassurés de ne pas avoir le manager en frontal. D'autres qui nous disent, sur ce plateau, petit appartement, le bureau est bancal, ça ne marche pas, j'ai pas la bonne connexion. C'est exactement ce que vous décriviez pour les syndicats. On ne peut pas faire de généralité sur ce sujet. Non. Et pourtant, le gouvernement tape fort. Il dit, attendez, nous, inspection du travail, on va aller dans les tours, on va visiter tous les bureaux. Attention, messieurs, dames. C'est compliqué. Ça dépend des personnalités, ça dépend des situations et ça dépend des individus. Je vais faire l'analogie avec des étudiants, enfin des bacheliers qui rentrent dans des études supérieures. Vous en avez certains qui vont avoir besoin d'être hyper encadrés parce que s'ils sont livrés à eux-mêmes à l'université, ils vont s'effondrer et c'est fini. Par contre, vous en avez d'autres qui ont l'autonomie nécessaire pour pouvoir nager, surfer dans un monde d'indépendance et d'autonomie et donc vont s'en sortir. Dans le monde du salarial, dans des services, au Figaro comme ailleurs, c'est exactement le cas. Vous avez des gens qui ont besoin d'être accompagnés au quotidien, qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin d'échanger avec leur manager régulièrement pour avancer, pour faire des papiers ou pour faire les tâches qu'ils ont besoin de faire. Et puis d'autres qui sont très autonomes, très indépendants et qui ont besoin qu'on leur lâche la grappe et qui peuvent le faire chez eux. Et puis il y a un aspect supplémentaire qu'on maîtrise beaucoup plus à Paris qu'en province, c'est l'aspect transport en commun. Il y a cette crainte d'attraper la Covid dans les transports en commun. Oui. Et donc vous avez des gens qui vont être très contents de pouvoir rester chez eux parce qu'ils n'ont pas à se déplacer pour se rendre à leur travail. Évidemment. Et donc limite le risque de choper cette merde, ce virus, que j'ai chopé aussi, il y a quelques mois. Et sans d'ailleurs savoir, c'est pas pour vous faire... Et sans savoir où on l'a chopé. Voilà, il faut être sérieux. Enfin, je veux dire... C'est la charge de la preuve. Non, mais c'est se retourner contre son entreprise. Après, le dossier que vous traitez est un drame humain. Peut-être que l'entreprise n'avait pas mis les bouteilles de gel, je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne veux pas connaître le dossier, c'est un dossier qui est en instruction, mais sur le fond, vous en pensez quoi ? C'est-à-dire qu'il y a le MEDEF qui dit d'un côté... Bon, 4 jours sur 5, c'est bien, c'est grand max. Il faut laisser les salariés revenir dans l'entreprise sur une journée. Ça, c'était sur la base du volontariat. Sur la base du volontariat. Conforme aux instructions gouvernementales. De ce point de vue-là, il n'y a pas de... Le MEDEF se mettrait en accord avec la chose, de ce point de vue-là, si c'est ce qu'il souhaite vraiment. Le full remote, c'est-à-dire le 100%, moi j'ai eu le sentiment quand même, peut-être que vous allez m'accompagner sur cette question, mais que les transports en commun à Paris, pour ceux qui avaient 1h15, 1h20 de transport en commun, aller-retour, ce qui fait 3 heures de transport, en télétravail, ils assouplissaient leur cadre de vie, pouvaient se balader un tout petit peu,
avoir une vie normale. Comment vous expliquez qu'on tape aussi fort sur ce télétravail, vous qui, entre guillemets, nous donnez des cas concrets de gens qui disent moi je suis bien quoi et j'arrive à produire. Comment vous l'expliquez? Il y a quoi, une sorte de retour de bâton? Oui, je pense qu'il y a une révolution un peu dans la tête de beaucoup de managers, notamment ceux qui étaient très contrôlants et qui étaient rassurés par le fait d'avoir les gens à disposition et de pouvoir agir sur eux. Et là, chez eux, ça a provoqué une perte de repères. Dans les crânes là. Oui, et c'est eux qui sont devenus anxieux en fait. Les managers sont anxieux, ça c'est clair. Parce qu'il y a des difficultés. Donc là, en fait, c'est là où il y a un changement à faire. C'est à apprendre aux managers à faire monter en autonomie et en management de soi leurs salariés. Et ça s'apprend. De leur faire confiance. Et en les contrôlant correctement. C'est-à-dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire effectivement, mais les contrôler à bon escient. Mais c'est une révolution qu'on vit là. S'auto-manager. Oui, parce qu'en réalité, le télétravail n'est pas le travail à la maison. C'est-à-dire, ça n'est pas ce que je fais au bureau à la maison. C'est radicalement autrement, dans le mode opératoire. Et c'est la raison pour laquelle vous faites bien de souligner que tout l'enjeu, c'est un enjeu de management, c'est-à-dire de capacité à exprimer, j'allais dire, la mission qui doit être accomplie, la manière de le faire et la manière d'y mettre du liant, d'une manière ou d'une autre, et des relations humaines dans cette situation qui, entre parenthèses, et culturellement, ça c'est intéressant, ne nous ressemble pas. Nous sommes défiants ontologiquement et nous sommes verticaux par construction. On est jacobins politiquement. Ça s'appelle de la verticalité. C'est ça. Or, le télétravail imposé, ambiance travaux forcés, ambiance version 1. Ouais. Mais version 1, mais on est toujours dans la version 1. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas élucubrer sur l'avenir radieux du télétravail. Mais fondamentalement... J'allais venir. Oui, mais c'est l'idée que... passer en version 1, là. Il faut bosser autrement. Il faut bosser tout à fait autrement. Mais radicalement. Et c'est un tel enjeu que fondamentalement, de deux choses l'une, soit on surmonte et on trouve des modes opératoires compatibles avec la vie libérée, pardon, parce que on ne parle pas d'aujourd'hui, avec la vie libérée. C'est pas l'entreprise libérée, c'est pas Non, mais la vie. La vie. C'est-à-dire libre de ses mouvements, etc. Et donc, en ce cas, c'est intéressant. Et du coup, le télétravail tel qu'on le vit est une expérience tout à fait fondatrice. Expérience ou parenthèse, d'ailleurs, excusez-moi. Expérience. Moi, c'est une exploration. Et ensuite, j'allais dire adieu va. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas, en effet, se lancer sur un avenir, enfin, sur une définition de ce que sera l'avenir du travail. Mais fondamentalement, il vient cranter là quelque chose d'intéressant, en tout ou partie. Juste c'est un changement de management de soi et des autres. Oui. Et ça, c'est fondamental. C'est une révolution intérieure. Tiens, d'ailleurs, il nous reste une dizaine de minutes, donc du temps. Vous l'évoquiez avec un clin d'œil. On a connu un confinement version 1 mars 2020 avec les enfants. Et ça, on a fait des débats avec des salariés qui vous disaient que c'était totalement ingérable. Salariés ou indépendants, d'ailleurs. C'est pas le statut. Et indépendants, bien sûr. Pensons aux indépendants, aux créatifs, à tous ceux qui devaient, devant leur ordinateur, faire des trucs. Emmanuel Macron va s'exprimer, enfin peut-être d'ailleurs, c'est pas sûr, avec toujours cette épée de Damoclès de on ferme les écoles, qui d'ailleurs, Marc Landré, vous l'aurez remarqué, officiellement les écoles ne ferment pas, mais elles s'auto-ferment. On est en danger là, parce que si les classes de nouveau s'auto-ferment parce que les professeurs considèrent qu'ils sont en danger, eux aussi font valoir un droit de retrait. Ou que les règles sont appliquées. Ouais. Un cas dans une classe, on ferme la classe. Exact. Et après, ce sont aux ARS, dans chaque région, de dire à partir de combien de classes on ferme une école. Mais là, c'est patatras sur le plan économique. C'est effet boule de neige. On repart avec la gestion des enfants. On ne sera pas comme le confinement acte 1, c'est-à-dire en printemps 2020, parce qu'il y aura la possibilité d'aller travailler quand on le peut. Il n'y aura pas la fermeture de l'économie comme on l'a connu il y a un an. Par contre, il faudra gérer les enfants. Il faudra gérer les enfants. Mais avec une pratique du télétravail ou du travail à distance, comme moi j'appelle, du travail en mode dégradé, qui sera différente de celle d'il y a un an. Il y a un an, on a basculé dans un monde qui était totalement inconnu et tout le monde a essuyé les plâtres. C'était le saut dans le vide, il y a un an, on s'en souvient tous. Là maintenant, on a un an d'expérience, on a un an de recul. Et on a vu que cette histoire d'enfants et de travaux domestiques, ça pesait sur les épaules des femmes. C'est vrai. Et là, il y a un recul pour l'égalité professionnelle. Et ça, c'est important aussi d'en parler et d'en tenir compte parce que les femmes c'est qui faisaient tout. Voilà. Enfin, pas partout, je précise. Mais on est d'accord. Il y a des endroits où on partage, il ne faut pas non plus... Mes enfants vont appeler. Voilà, et moi c'est pareil. Vous vouliez intervenir? Oui, je voulais dire juste un point, c'est que fondamentalement, si on veut vraiment voir l'efficacité de la mesure au titre du télétravail, c'était l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, je crois, hélas, ça c'est une opinion, que la fermeture des écoles est le meilleur
le meilleur élément pour atteindre l'objectif. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment du télétravail 4 jours sur 5, de manière non pas 14% comme la NDRH et Benoît Serre le cite. Benoît Serre, il dit c'est pas possible d'aller plus loin. Oui, mais alors là, si vous mettez les enfants dans l'équation, là, je pense que vous avez un succès immédiat qui permet d'augmenter substantiellement le taux de succès au télétravail. Au prix de quoi ? De la dégradation du télétravail, puisque vous avez les enfants sur le dos. Donc c'est un truc itératif. C'est-à-dire, c'est assez intéressant. Formellement, le télétravail est plafonne, là, aujourd'hui. C'est 14% et ça monte un peu en hybride. 1% en hybride depuis février-mars, mais on est à 5 points de moins, comme dit l'administration, par rapport à novembre. Par rapport à novembre, on est à 5 points de moins. Mais je vous dis, la fermeture des écoles, c'est bravo. Enfin là, de ce point de vue-là, il y aura un succès sur le télétravail, mais au prix du succès du travail. Mais au prix d'un télétravail dégradé. Et donc une économie qui va avoir du mal à... Et ça serait très mauvais pour la qualité le télétravail en lui-même. Sans parler des enfants. Noémie, vous avez dit quelque chose que je trouve passionnant. Vous disiez, on l'entend sur chaque sujet quand on évoque le télétravail et le Covid, c'est qu'il y a eu un effet loupe, un effet accélérateur dans la transformation digitale, dans plein de sujets. Vous évoquiez aussi le fait que certains salariés fragiles qui étaient déjà pas bien dans l'entreprise, avec l'effet loupe Covid, cette d'accélération, on a augmenté les risques. Ça, vous le confirmez ? Parce qu'on a quand même des chiffres où on nous dit que 36% des salariés sont en dépression, qui nécessitent un accompagnement médical, psychologique, avec des médicaments parfois. C'était déjà des salariés qui étaient sous pression avant. Les gens qui étaient déjà fragilisés, qui n'allaient pas très bien, le fait de se retrouver sans repère et en perdition et dans un contexte pas facile, ça n'a pas arrangé. C'est évident. En revanche, ceux qui n'allaient pas bien en raison des relations au travail, et il y en a beaucoup. Et il y en avait pas mal. Et il y en avait pas mal. Ceux-là vont beaucoup mieux. Donc je pense, comme vous le disiez tout à l'heure fort justement, que c'est difficile de généraliser sur ce sujet et qu'il ne faut pas non plus amplifier le mal-être parce qu'à force de se raconter des histoires de mal-être... On rentre dans le noir. On s'en fabrique. On n'en a pas besoin dans et on n'a pas besoin de se raconter des histoires. Vous avez raison. Soyons un peu dans la lumière. En racontant à quelqu'un, vous êtes sûr que vous allez bien parce que les autres ne vont pas bien. Hein. T'as vu ta tête ? Oui, ça va pas là parce qu'il y a pas en ce moment, on n'a pas de raison d'aller bien. Donc à force de se raconter cercle vicieux. On entraîne un cercle vicieux. Donc moi, je suis vigilante là-dessus en disant, il y a des côtés positifs dans l'histoire. Pour le reste, on fait du mieux qu'on peut. Et on va finir par s'en sortir. On ne va pas continuer à pédaler là-dedans ad vitam aeternam. Tous les deux, avocates, vous avez aussi un pôle, vous avez aussi des avocates qui sont plus ou moins autonomes, puisqu'on parlait avec Marc Landré des journalistes. Certains sont capables de faire leur papier de Tenerife et de vous l'envoyer nickel. Et puis certains, alors qu'ils sont au bureau à Paris, ils vous le rendent un peu bancal. C'est pareil pour les avocats. Il y a les autonomes, il n'y a pas les autonomes. Le regard que vous portez sur le monde de demain, puisque c'est de ça dont il est question avec le télétravail, c'est le monde demain, quand on aura... poser les masques, on pourra serrer des mains. On ne serrera plus les mains. On ne serrera plus les mains. Fini ça. Bon, moi j'aimerais bien pouvoir vous serrer encore. Une petite bise quand même, rien du tout. C'est bien triste ce que vous décrivez comme monde. C'est le monde d'après. Hein. C'est le monde d'après. Ça sera ça. Hein. Je pense qu'il y aura, la société ressortira traumatisée de cette expérience, cher Emmanuel, effectivement, et avec des changements fondamentaux dans la manière de se comporter, de vivre socialement et de travailler. Et effectivement, sur le thème du télétravail, il en restera forcément quelque chose. Ouais. Et toutes les entreprises, et ne serait-ce à deux titres. Un, je pense que le télétravail, ou du moins cette crise, va renforcer le dialogue social dans les entreprises, puisque c'est au niveau du dialogue social, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise qui doivent définir quelles sont les meilleures conditions pour mettre en œuvre ce travail à distance. Donc ça, c'est une première chose, et c'est un bienfait, c'est un mal pour un bien. Et la deuxième chose, c'est que fondamentalement, le télétravail va se développer, parce que des gens y auront pris goût, auront trouvé un certain équilibre de vie, et vous allez voir que des postes qui étaient télétravaillables, des gens ont fui les grandes métropoles pour aller un petit peu plus à la campagne en se disant, tiens, je veux un peu de verdure, et avec aujourd'hui la technologie... Ils peuvent. On peut faire ce qu'on faisait avant dans le centre de la métropole, on peut le faire maintenant à 15 ou 20 km, et donc on va gérer, on va équilibrer sa vie différemment, et ça, il en restera forcément quelque chose à faire. Donc c'est quand même une expérience qui est aussi une révolution du travail, de la manière de travailler. Ça, vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord avec cela ? Totalement. On est en train de révolutionner le rapport que l'on a. C'est la preuve par l'exemple. C'est ça, que l'on a au travail. Par exemple, le rapport que l'on entretient au travail et à l'entreprise. Je vous signale aussi que ça a un impact gigantesque, me semble-t-il, qu'on ne regarde pas trop, c'est sur la définition de l'entreprise. L'entreprise se trouve morcelée aux quatre coins du globe, en quelque sorte. Un petit bout de chez soi. Et donc, par rapport à la tragédie grecque connue de l'unité de temps, d'action et de lieu, surtout, voilà que l'entreprise de demain, elle est partout. Donc ça pose des tas de questions passionnantes sur le droit. Le droit, bien sûr, mais sur, je veux dire, comment dirais-je,
la fluidité de cette entreprise qui se trouve partout, les données, le secret, etc. Bon, bref, ça pose des tas de questions passionnantes, mais surtout, ça pose la question passionnante des frontières de l'entreprise et du rôle de l'entreprise dans la société. Et oui, mais ça veut dire que le don d'ubiquité que la technologie vous donne permet aussi aux acteurs que sont les salariés, on va dire les travailleurs, de pouvoir jouer sur plusieurs fronts. Et comme le contrat de travail a duré indéterminé pour 37 ans et demi au sein de la même entreprise, là c'est mort de chez mort, c'était déjà mort, mais là c'est complètement raide. Ouais, ça l'a mis par terre. Ça pose des questions passionnantes sur la fluidité de l'entreprise. Donc sous l'angle de la définition de l'entreprise, voire du contrat de travail, on ouvre des horizons inexplorés. Mais c'est pour ça que c'est magique. Quand je parle de révolution, c'est passionnant. C'est passionnant. Mais il faut tout réécrire, si je peux me permettre, parce que le juriste que vous êtes, parce que je sais que vous avez un regard sur l'histoire du droit, la fabrication du droit, et au-delà de vos clients, il y a une vision un peu philosophique. Il faut tout rebâtir. Il faut repenser les accords, il faut repenser le temps de travail, il faut repenser l'organisation d'une semaine. Enfin, il faut repenser les relations sociales, les relations à distance, comment créer du formel, de l'informel, comment créer de la confiance. C'est quand même pas rien. Donc on entre dans cette expérience sur une longue période de transformation. Donc on n'est qu'au début d'une transformation. Moi, je pense qu'on est au début et non pas à la fin de l'expérience. On sera à la fin du Covid, mais qui va se prolonger. Ce sera le début de quelque chose d'autre. Oui. Et la jeune génération a la technologie entre les mains, et l'ayant entre les mains, elle s'en sert pour une finalité qui nous échappe à nous vieux, enfin moi en tout cas, qui consiste à être véritablement son associé dans son action. Et donc ça change les interactions, c'est la communauté, c'est la tribu, c'est la coopération, et donc tout ça on le regarde d'un air grinçant parce qu'on est vieux, enfin moi, mais cela étant, ça a du sens sur le meilleur. Hélas, il y a des jours où il faut prendre sa paume, et donc c'est tout à fait... on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, qu'il y ait une alliance aussi forte entre une génération qui a le pouvoir technologique. Or, ce n'était pas le cas dans les années 68, et puis j'en passe dans les années 1800 et quelques. C'est la première fois. C'est vrai. Et donc là, les jeunes n'avaient pas le pouvoir. Ils n'avaient pas le pouvoir, ils le disaient. Ils de leurs parents d'ailleurs. Ils racontaient des choses. Marc Landré, avant de nous quitter, c'est la révolution numérique qu'on évoque à travers le télétravail, puisque c'est un moyen, qui est un outil. Pas une fin en soi. On en fait ce qu'on veut finalement de ça. Ça peut se transformer en un monde terrible ou en un monde plus vertueux, puisqu'on peut parler d'écologie aussi. Moins de transport en voiture, moins plus de consommation électrique et de consommation, et on va pomper plus d'énergie. De carbone avec les mails envoyés, etc. Il n'y a pas de monde idéal. Je suis d'accord. Mais je pense que, pour revenir à ce que disait Emmanuel, et on en a souvent discuté tous les deux, je pense que la vraie révolution du monde de demain, on ne l'a pas encore sentie, elle sera sur la quête de sens. La quête de sens de l'ensemble des travailleurs, parce que cette crise aura montré que le travail pour le travail, le métro, boulot, dodo, c'est fini. Et ça, les jeunes l'ont bien intégré parce qu'ils ne veulent pas vivre comme papa-maman. On dit, moi, j'ai pas envie de rentrer le soir à 20h et de m'emmerder et de m'endormir devant la télé. C'est leur 68 à eux, en fait. Exactement. Sauf que maintenant, les autres générations ont aussi compris ça du fait de cette crise et du fait de l'incidence de cette crise et de son immersion dans la vie privée. Et donc, il va y avoir maintenant, pour toutes les générations, c'est pourquoi je travaille. Pourquoi je travaille, et dans quelle entreprise je travaille. Qu'est-ce que je laisse. Et donc, c'est vraiment la quête de sens qui va je dirais, se diffuser à l'ensemble de la population active. Et ça, c'est vraiment un mal pour un bien. Pour conclure... Ces questions ont déjà lieu, mais elles favorisent l'autonomie. Parce que quand on les pose, moi, je leur renvoie en disant, mais le sens... ça se fabrique. Chacun fabrique soi-même le sens de son travail. C'est pas votre manager ou votre entreprise qui vous donne la clé du sens. Qui vous donne le sens. À vous d'incarner. Oui, c'est à vous de l'incarner, de le prendre, donc aussi d'être force de proposition de votre mission. Oui, dernier mot. Oui, la révolution, Maître Barbara. Le droit du travail dans le temps. C'était comment aménager un espace personnel dans le lieu de travail. Un petit peu, oui. Et aujourd'hui, le droit du travail, c'est comment intégrer le travail dans nos espaces personnels. Ça, c'est inversé. Et c'est inversé. Mais évidemment, c'est passionnant. Oui. Et qui ouvre le débat, mais on n'a plus le temps, mais qui est un débat passionnant qu'on vient d'avoir sur la société du loisir et le temps libre dont on dispose pour participer à multitude d'activités. Il y a 20 ans avec les 35 heures. Avec les 35 heures, qui était exactement ça. Et puis, qui était aussi le débat... sponsoring aussi. Et qui était aussi le débat de partager le travail, puisqu'il n'y en aurait pas assez pour tout le monde, qui avait été lancé à l'époque, et qui est d'ailleurs un sujet qui peut revenir d'ailleurs dans l'actualité. Merci pour ce débat passionnant. On est entré dans le 21e siècle, dont on disait qu'il serait spirituel, puisque c'est ce que vous évoquiez, grâce peut-être au Covid. C'est le Covid qui nous fait entrer dans le 21e siècle. Merci à vous, merci à Noémie Lemaine, psychologue du travail et fondatrice de UpChange, qui est un cabinet de conseil et de coaching. Merci Emmanuel Barbara, avocate associée en droit du travail chez Auguste de Bouzy. Vous avez le pôle RH, c'est 35 collaborateurs, 35 C'est la meilleure avocate en droit social. Mais c'est la meilleure avocate et j'ai été très heureux de l'accueillir. C'est ce que l'on m'avait dit. Marc Landré l'aime bien et je l'aime beaucoup aussi. C'est le meilleur rédacteur en chef de la place, rédacteur en chef au Figaro.
en charge en partie des pages saumon. C'était un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. On termine avec un profil atypique. Vous savez, ceux qui font plein de métiers, et on va accueillir un recruteur, mais il n'est pas que recruteur, il est aussi restaurateur. Mais comme les restos sont fermés, il s'est amusé à faire du recrutement. On l'accueille. Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Avec moi, un invité. Bonjour, comment allez-vous ? Je vous présentais comme un profil atypique. J'ai entendu, oui. Vous êtes souriant. D'abord, racontez-moi un peu votre histoire, parce que vous travaillez aujourd'hui pour Odyssée RH, aux côtés de Thierry Bismuth. Vous avez beaucoup de chance. Alors, on se dit, bon, c'est un recruteur qui va nous parler de recrutement. Ça tombe bien, on est dans Fenêtre sur l'emploi. Sauf que votre histoire, je la trouve passionnante, parce que vous êtes, d'abord et avant tout, d'abord un homme qui avait une vie incroyable, et vous êtes restaurateur. Au plus près de nous, vous avez des restaurants. Oui. Et puis, les restaurants sont fermés. Oui, on le sait, c'est le Covid. C'est un drame pour vous. C'est terrible. Et vous basculez en vous disant, bon, je vais faire du recrutement. Attendez, racontez-moi cette histoire. Comment ça s'est passé ? Donc moi d'abord j'ai ouvert un bar avec des potes parce que c'était ma passion, parce que j'ai toujours eu envie de ça. Je suis un directeur commercial à l'origine, directeur des ventes, directeur commercial. Puis à un moment je me suis dit il faut sortir, maintenant il faut que je vive de mes rêves. Et on monte ces restaurants et on se prend à Paris, dans le 9e arrondissement. Il y a un restaurant qui s'appelle No Scrum, No Win. C'est très typé rugby. No Scrum, No Win, ça veut dire pas de mêlée, pas de victoire. Et c'est un petit peu notre devise aussi dans le travail, c'est-à-dire on se bagarre pour sortir des impasses, trouver des solutions, etc. Donc on met ça en place, on se régale, tout se passe super bien, crise du Covid arrive, fermeture. En plus, nous, on est restaurant, mais on est avant tout bar. Donc ça veut dire on est fermé, on ne peut plus du tout rentrer, c'est terminé, on ne peut pas faire de la restauration, du click and collect. Du click and collect et compagnie, ce n'est pas notre sujet. Donc on est fermé, voilà. Je connais Thierry Bismuth qui me dit viens faire de la formation avec nous, etc. Parce que dynamique, parce qu'il y a... J'ai un petit passé de sportif, donc je fais le lien entre le sport et l'entreprise, etc. On en avait déjà parlé ensemble. C'est ça. Donc je fais le truc et là, il me dit mais tu peux plus bosser, viens faire du recrutement avec moi. Je dis c'est bon, le recrutement, moi je ne sais pas faire, ça ne m'intéresse pas, etc. Il me dit mais si, tu vas voir, il me forme. Je tente le coup, je commence par les candidats, ça se passe bien, après je fais l'autre partie parce que quand on fait du changement de vie radical, excusez-moi. Ah mais complètement. Là vous n'êtes plus en train de tirer sur la pompe à bière et de discuter, c'est tout d'un coup vous êtes dans un bureau, vous mettez une petite chemise, une petite veste. Oui, obligé de mettre une cravate, chose que je n'avais plus fait depuis des années. Oui. Et vous recrutez. Terminé, et je recrute des candidats, mais aussi des entreprises, parce qu'avant d'aller chercher les candidats, il faut d'abord trouver les entreprises qui vous confient les missions. Et je rencontre des gens fabuleux, puis bon, j'ai cette capacité à m'adapter, je me marre bien, et je fais le truc, j'avance, je trouve des grands comptes, je trouve des comptes un peu plus petits, sur lesquels j'ai des missions un peu plus de proximité avec le client, et tout ça se développe, et puis, mais bon, comme ça ne me suffit pas, je fais aussi en parallèle d'autres choses, je fais apporteur d'affaires pour une société qui travaille dans le traitement de l'air, et je mets tout ça en place, et ça me fait une sorte de patchwork d'activités qui au final me va bien. J'en parlais l'autre jour, j'ai rencontré un pote qui a on a reçu une invitée vendredi dans le livre de Smart Job, qui était un livre qui racontait la vie des salariés multifonctions, des salariés qu'on ne peut rentrer dans aucune case. Et j'ai l'impression que vous faites partie de cela. On ne peut pas vous rentrer dans aucune des cases, ou vous êtes dans toutes. Si j'en crois les recruteurs, parce que j'ai aussi postulé pour retourner dans une entreprise, si j'en crois les recruteurs, effectivement, je ne rentre pas dans les cases. En tout cas, je ne rentre pas dans leurs cases. Ils ne veulent plus de moi. Je crois que la nature est bien faite parce que je crois que j'ai plus d'eux. C'est ça. Donc, je fais mes choses, mes activités, elles sont nombreuses, variées, et ça me permet d'avoir une vie, alors beaucoup moins confortable que certains de mes amis, mais en revanche extrêmement passionnante. Alors, j'ai pas encore retrouvé le niveau de salaire que j'avais quand j'étais directeur. Hein. J'en suis même très loin, mais je vis, je pense, plus intensément, plus vite, et de façon plus drôle. Pour terminer, le recrutement, c'est vous qui venez de l'extérieur, parce que vous n'avez pas le master RH, le recrutement, et vous cochez pas toutes les cases. Comment vous le définiriez, ce rapport au recrutement ? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour être un bon recruteur ? Bon, il faut avant tout déjà être à l'écoute des gens, bien les comprendre, mais à l'écoute vraiment, c'est-à-dire comprendre c'est quoi leur projet, et parce qu'il faut être capable de les guider aussi, parce que certaines personnes se trompent. Elles candidatent quelquefois sur des postes, elles ne sont pas au bon endroit. Alors elles se plantent une fois, 2 fois, 10 fois. Elles perdent confiance. Exactement, donc il faut leur dire.
tu n'arrives pas parce que tu n'es pas sur le bon chemin, change de chemin. Et là, du coup, mon expérience à moi, qui est un petit peu longue maintenant, j'ai passé quelques années, je peux les guider, alors en toute, en faisant attention. Mais il y a de la psychologie. C'est que ça, je pense que c'est que ça. Donc, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de le faire. Et si je ne peux pas le faire comme ça, j'arrêterai de le faire d'ailleurs. Un dernier mot quand même. Votre idée, c'est quoi? C'est quand même de repartir un jour, quand le rideau va s'ouvrir, de repartir dans l'univers que vous aviez inventé et créé. Ça ne va pas vous manquer un peu de le recrutement quand vous serez derrière votre bar à servir des plats et des verres? On a bien évidemment l'intention d'en ouvrir un 3e, un 4e, un 5e, et rapidement. Mais je vais garder mon entreprise qui s'appelle Tant qu'il y aura des hommes, qui me permettra de faire du recrutement, de la formation, de continuer à côtoyer des gens comme Thierry Bismuth et de faire des choses très sympas sur les hommes. Qu'on se résume, vous avez ces bars, ils sont fermés. Tant qu'il y aura des hommes, c'est votre structure de recrutement, avec laquelle vous travaillez, je dirais, en joint venture avec Odyssée RH. L'idée, c'est quoi? Peut-être qu'à cause ou grâce à ce Covid, vous allez pouvoir jouer sur deux fers, en fait, de pouvoir à la fois faire encore du recrutement, tout en ayant votre activité, je dirais, peut-être presque plus ludique de bar. Au moins 2, peut-être 3, mais en tout cas au moins 2, et en gardant Tant qu'il y aura des hommes, parce que c'est vraiment le véhicule de mes émotions et des choses très sympas sur le domaine RH qui viennent vraiment compléter le domaine du bar qui lui-même est très, très exposé à l'activité RH. Denis Reynaud, merci d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir reçu. Odyssée RH. Tant qu'il y aura des hommes, j'adore le nom de votre entreprise parce que c'est tout le débat qu'on a eu aujourd'hui sur la place des salariés dans l'entreprise et de leur rôle et du sens qu'ils mettent aussi dans leur travail. C'était un vrai plaisir de vous accueillir, Denis. Merci beaucoup. Vous êtes déjà venu effectivement nous rendre visite. Merci à vous, évidemment. Merci à Emma qui était aujourd'hui aux manettes, avec Pauline Gratel, avec notre réalisateur Alan et puis notre ingénieur du son, évidemment, que je n'oublie pas. Merci à toute l'équipe, merci à Valentin pour l'accueil invité. C'était un plaisir. Demain, je serai là, bien sûr, en direct. D'ici là, portez-vous bien. Regardez les programmes de Bismart. Il y a plein de choses formidables à découvrir. Bye bye, à demain.